du niveau 400, qui s'appelle justement le cours sur les discours politiques. Alors, mes étudiants ont travaillé en trois étapes. Ils ont d'abord travaillé sur des discours de la Révolution, ils ont travaillé sur des discours politiques du 19e siècle, pour pouvoir se familiariser et apprendre à la fois lire, écrire aussi sur ces discours. Ensuite, nous avons passé une semaine à travailler sur le contexte, donc sur l'histoire, le contexte de la Révolution. Et puis, la dernière semaine, la semaine passée, nous avons fait la répétition des discours. Alors, ces discours ont été écrits par chacun d'entre eux. C'est leur œuvre personnelle. Moi, je suis intervenu pour leur signaler les endroits du discours qu'il fallait améliorer du point de vue grammatical, mais je ne suis jamais intervenu sur les arguments. Donc, ce que vous allez entendre, c'est vraiment le discours de chacun des étudiants. Vous avez le programme sous les yeux, donc vous pouvez aussi voir le nom de chacun des étudiants, depuis Marat, par lequel nous allons commencer, jusqu'au dernier, nous terminerons par Robespierre. Il y aura deux étudiants qui joueront le rôle de Louis XVI, qui est à ma droite, sur le fauteuil, le trône, ici. Et les autres étudiants se repartissent entre des étudiants qui parlent en faveur de Louis XVI, qui sont ici à ma droite. Ils défendent Louis XVI. Je signale que dans le procès, on ne parle plus de Louis XVI, en tout cas pour ceux qui sont de la gauche, mais on l'a rebaptisé Louis Capet. Alors, ne vous étonnez pas, quand vous entendez Louis Capet, on parle de Louis XVI, puisque Capet était le vieux nom qu'on avait repris, sorti de l'ombre, pour parler de Louis XVI. Voilà. Donc, deux étudiants qui feront les défenseurs, et les quatre étudiants à ma gauche, qui représentent en fait ce qui était la grande majorité de la Convention. Ce sont les étudiants qui représentent des personnages de gauche, avec Condorcet, Marat, Robespierre et Jean-Baptiste Royer, et qui donc évidemment parlent contre Louis XVI. Donc l'ensemble de la gauche avait voté pour la culpabilité, mais il y a des nuances dans, non pas la qualification du crime, ils sont tous d'accord pour le reconnaître coupable, mais il y a des nuances pour savoir quelle est la peine qu'il mérite. Et c'est là où intervient la discussion, en fait. Dans cette période de 1792 et le début 1793, le véritable procès n'a pas vraiment porté sur la culpabilité. La culpabilité a pratiquement fait, non pas l'unanimité, mais la culpabilité a été votée par une grande majorité. Donc finalement, ça n'était pas trop le problème de la Convention, hein, cette assemblée qui s'est transformée en tribunal. Le problème portait sur, une fois qu'on a reconnu Louis XVI coupable, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, quick, tout de suite, est-ce que c'est la guillotine immédiate? Ça s'appelle la mort immédiate. Ou l'autre solution, qui était notamment défendue par les Girondins, c'est-à-dire les républicains de gauche, mais modérés. L'aile droite de la gauche, si vous préférez. Eux, ils préféraient la mort avec sursis. Donc on attend la fin de la guerre pour exécuter Louis XVI. Mais il y avait aussi des républicains modérés, notamment ceux qui sont opposés à la peine de mort, par principe, qui votaient pour le bannissement. C'est-à-dire, on bannit, on oblige, on force le roi, et d'ailleurs sa famille aussi, l'ex-roi, on le force à partir en exil à l'étranger. Mais il y avait aussi, donc j'ai un peu mélangé les deux votes, alors, les deux votes historiques, je les ai un peu mélangés. Aujourd'hui, on va tout faire ensemble. Il y a aussi certains qui s'étaient prononcés, dès le mois de décembre, qui s'étaient prononcés pour la non-culpabilité. Alors, avant de sortir de cette salle, à la fin des discours, vous êtes tous invités, et même je dirais obligés, sous peine de guillotine, vous êtes tous obligés à venir sur la table de vote. Vous choisirez un bulletin, l'un des 4 bulletins, mort immédiate, mort avec sursis, bannissement, non coupable, et vous voyez l'urne électorale. C'est ça qu'on appelle cet objet en France, l'urne électorale. Vous déposez votre bulletin dans l'urne. Ça restera anonyme, alors qu'évidemment, à l'époque de la Révolution, puisque c'est la Convention qui a voté, qui votait et qui s'était transformé en tribunal, on savait qui a voté pourquoi, puisque les noms figuraient sur le procès-verbal.
Voilà, donc le spectacle commence et vous allez donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez le programme sous les yeux, vous pouvez donc suivre chaque étudiant, chaque nom d'étudiant devant le personnage de la Révolution. Merci, bon spectacle. Citoyenne. Moi, Jean-Paul Marat, républicain, médecin et surtout l'ami du peuple, je suis pour la mort immédiate de Louis. Peut-être vous croyez que mon approche est trop radicale, trop violente, ou bien trop vindicative. Vous êtes tout trompés. Nous avons besoin de purger cette société corrompue avec le sang des coupables de notre souffrance. Et qui sont responsables pour votre chagrin et votre larme? La réponse est évidente. Les coupables sont les aristocrates, ils sont les parasites de notre société. Sans un métier propre, ils se laissent aller à les soirées, les mascarades, les desserts et leurs favorites. Qu'est-ce qu'ils font pour la France? Rien. L'Église, l'ami des aristocrates, sont comme les corbeaux qui dévorent l'argent et le droit du peuple avec les dogmas et les fausses prières. Avec les prêtres habillés tout en noir, les reliques dans les casques d'or, l'Église apporte la chute de la nation grâce à son extravagance. Et qui est le patron et les protecteurs de l'Église et les aristocrates? C'est Louis et Marie-Antoinette. À mon avis, Louis est un homme incapable et lâche en essayant de quitter Paris. Un froussard comme ça ne peut pas être responsable pour le peuple de la France. Nous avons financé la guerre aux États-Unis et qu'est-ce que nous avons gagné? Rien, sauf les dettes et les crises. Et Marie-Antoinette est plus insupportable que le mari. Elle est une prostituée et une espionne de l'Autriche parce qu'elle a écrit les lettres à sa famille en donnant des informations confidentielles sur la politique française. Et puis, elle est une femme facile. Elle est extravagante et scandaleuse. Combien des impôts nous avons donnés pour acheter les colliers des diamants pour Marie-Antoinette quand nos enfants meurent de faim? Nous sommes déçus par les capacités de Louis et les systèmes politiques en France. Nous ne devons pas tolérer la tyrannie et les échecs de Louis au prix de notre avenir. Je crois que beaucoup de gens veulent m'accuser pour jouer le rôle de Dieu, parce que je suis pour la mort de Louis. Certaines personnes me disent que c'est immoral de tuer quelqu'un parce que Dieu est le seul qui a le choix entre la vie et la mort à grâce de son clémence. Mais non, quelle absurdité! Nous, le peuple, les classes moyennes, les ouvriers, devons avoir plusieurs choix que Dieu, qui est en fait un Dieu qui n'a fait rien pour les pauvres. S'il existe, à mon avis, Dieu serait toujours plus équitable avec les aristocrates et les royautés. Toutes les religions prennent la main au despotisme, mais l'Église catholique est la pire du tout. À cause de ça, je vous conseille de détruire la représentation de tyrannie dans le monde. Louis lui-même, je préviens, celui qui est contre la mort de Louis n'est pas seulement contre moi ou bien les Jacobins. Il est aussi contre la liberté, le peuple et la République. Pensez bien avant choisissant les votes. Merci. Messieurs, citoyens de France, je suis le comte de Longinay et je viens pour parler avec vous de notre situation. Il n'y a pas longtemps que vous avez décidé à créer une monarchie avec une constitution comme ils ont en Angleterre. Et vous avez voté cette constitution
en 1791 qui a été accepté par le roi. Mais maintenant, vous avez proclamé la République et vous préparez une nouvelle constitution. Et qu'est-ce que vous avez fait avec votre nouvelle République? Vous avez commencé à condamner le roi d'avoir trahi votre République. J'ai besoin de dire que vous n'avez pas raison d'être furieux contre notre roi. Le rôle du roi est simple. Il est votre père. Et vous? Vous êtes ses fils. Le roi garde les intérêts du pays, défend le peuple des ennemis étrangers et domestiques, et entraîne le bon fonctionnement du gouvernement. Louis XVI a fait toutes ces choses. Et qu'est-ce que vous l'avez donné en échange? Une révolution. Et pourquoi? Parce que Monsieur Robespierre et Monsieur Marat parlent bien? Parce que ce sont des hommes instruits qui ont dit quelques mots contre l'ordre naturel des riches et pauvres? Les montagnards ne sont pas les hommes du bon gouvernement. Ils sont les cavaliers de l'Apocalypse. Oui, je comprends que vous n'ayez pas d'être pauvre pendant que nous sommes riches. Mais c'est l'ordre naturel, pas une raison de se rebeller. Quand un roi se trompe, le peuple a besoin d'adresser une pétition à lui pour demander la réparation. Plutôt d'avoir fait les choses raisonnables, vous avez commencé une guerre contre notre souverain. Souverain, c'est un mot très important de rappeler. Qui est notre souverain surtout? Dieu. Qui Dieu a choisi pour être son représentant ici, dans notre pays? Louis XVI. Et les prêtres de l'Église que vous condamnez toujours aussi. Vous combattez contre le roi, contre les lois divines. Donc, c'est seulement une chose que je peux vous appeler. Agent de chaos. Vous combattez contre le roi, contre les lois divines. Donc, c'est seulement une chose. Une chose. Vous avez détruit l'ordre naturel établi dans la Bible. Vous avez détruit notre royaume. Et plus grave encore, vous êtes fiers de l'avoir fait. Dans ce nouveau pays que vous avez créé, qui fera le loin? Vous? Qui peut croire votre parole? Vous gouvernez basé sur la volonté de la foule de Paris, une foule composée de seulement le peuple le plus grossier. Ce n'est pas un gouvernement. Un gouvernement a besoin d'honneur, d'honnêteté, de retenue. Vous et votre foule n'avez pas ces attributs. Vous avez trahi le roi. Vous avez trahi Dieu. Et vous avez condamné tout le monde qui a dit un seul mot contre votre révolution. Vous n'êtes pas compétent pour diriger la France. France a besoin d'un chef d'État fort, intelligent, capable, passé, chienne et la requête que je vois ici devant moi, qui pense de juger le roi. Je suis un noble. Je suis un père du royaume. Vous n'êtes pas mes égaux. Votre révolution est une promesse fausse. Votre révolution apportera seulement la destruction de la France. Nous avons besoin de continuer la monarchie. Nous avons besoin de défendre le roi. Vive la France! Vive la monarchie! Vive le roi! Citoyens, je m'appelle Jean-Baptiste Royal. Aujourd'hui, je m'adresse à cette éminente assemblée
non pas pour suggérer que l'UEKP est non pas capable, ni que la monarchie puisse continuer. Non, moi, comme le peuple français, demande que la justice soit rendue. Mais quelle est la justice? Pour déterminer cela, je propose de montrer que l'UEKP a fait des erreurs, des grosses erreurs bien sûr, mais ces erreurs n'est pas suffisamment graves pour justifier la peine de mort. Pour expliquer pourquoi l'UEKP ne mérite pas la peine de mort, j'ai choisi 4 exemples des accusations contre l'UEKP. D'abord, c'est évident que l'UEKP fait une tentative de détruire la Constitution et de désordre l'Assemblée qu'il a autorisée. Cela est une infraction contre le peuple français, mais la révolution est très forte et elle est destinée à triompher. C'est clair aussi que l'UEKP a essayé de soudoyer nos honorables collègues. Encore une offense contre le peuple. Mais cet acte était destiné à l'échec étant donné que nos collègues sont honnêtes et la tentation de l'argent n'est une tentative folle. Nos concitoyens sont trop forts d'aider l'UEKP pour un peu de l'argent. L'Assemblée a exigé que l'UEKP ait éliminé la garde suisse et l'UEKP a refusé. Ce refus a produit la mort répréhensible à plusieurs de nos concitoyens et cela est scandaleux. Mais nous avons le témoignage que un ou plusieurs réprouvés étaient parmi nos concitoyens honnêtes et ce sont ces réprouvés qui ont commencé la fouillade. En outre, l'UEKP a ordonné la garde suisse à cesser le feu. Mais pour l'UEKP de retenir la garde suisse était une grosse erreur et répréhensible. On a dit que la fuite de l'UEKP était en préparation de revenir avec une armée commandée par ses frères. Cependant, l'UEKP n'aime pas et n'a pas la confiance en ses frères. Sans doute, ses frères veulent rétablir la monarchie, mais je doute qu'ils voulaient rétablir Louis XVI. Il est clair que la tentative de fuite était sans honneur. Donc, ces exemples expliquent pourquoi l'UEKP est coupable de grosses erreurs, mais pas un crime passible par la peine de mort. Par conséquent, je propose la clémence pour l'UEKP. Pourquoi je commande la clémence? La souveraineté appartient à le peuple français et le destin de l'UEKP doit rester dans les mains du peuple. Les concitoyens doivent avoir la décision finale. Jusqu'à un vote par le peuple, l'UEKP doit rester en prison. Notre magnifique révolution demande que nous agissions pour la justice et pas pour la vengeance. Jusqu'à cette auguste assemblée va écouter la raison et accordera la clémence de l'UEKP. Le peuple français est désormais le vrai souverain
en France. Vive la peuple! Mes sujets fidèles, il est vraiment un jeu sombre où le roi légitime de la France et de Navarre doit apparaître devant cette assemblée, hostile et accusatoire. Mais il semble que ce jour-ci soit arrivé. Mes conseillers me disent que je devrais me défendre aujourd'hui contre les allégations fallacieuses qui ont été concoctées par la plus radicale faction de cette assemblée. Cependant, avant que je commence de démontrer mon innocence indéniable, je voudrais demander de quel droit cette assemblée peut-elle effectuer ce procès. C'est juste et démocratique pour un homme d'être jugé par un jury qui est en même temps le procureur? Je ne crois pas. Il était seulement après mon arrestation que cette assemblée a renversé la loi décrétant l'inviolabilité du roi. La loi, inscrite dans la Constitution de 1791, a garanti les droits à tous les hommes, les citoyens, ainsi que le roi. Par ailleurs, on ne peut pas appeler cette assemblée un tribunal impartial. Comme je vois les radicaux à la gauche, les modérés et libéraux à la droite, mais je ne vois ni les noblesses ni les clergés. En dépit de l'illégalité claire de ces procès, il faut répondre aux charges retenues contre moi pour les crimes que j'ai commis sur le trône. Il faut que je joue le rôle de défenseur dans ce tribunal fantoche. Quels sont mes crimes? Voulez-vous vous souvenir le 12 novembre 1774 au palais de justice de Paris, où j'ai convoqué la judiciaire à une réunion et rétabli les magistrats à leurs anciennes positions qu'ils ont perdues pendant la règne de mon grand-père, le roi Louis XV. J'ai effectivement affaibli mon propre pouvoir afin de créer un plus ouvert et représentatif gouvernement. C'est vrai, pour cela je suis coupable. Je vous prie de vous rappeler le 8 août 1779 et l'ordonnance que j'ai promulguée qui a déclaré l'affranchissement des serfs du domaine royal. Ces réformes qui sont sorties du trône ont été en fonction des idées éclairées de votre champion de liberté, M. Voltaire. N'était-il pas en 1778 à l'abbaye de Saint-Claude de Montjura où Voltaire a demandé l'affranchissement des serfs, une loi que j'ai annoncée? Si, et pour cela je suis coupable. Permettez-moi de vous rappeler l'édit de Versailles, un acte juridique et social de grande tolérance que j'ai signé le 7 novembre 1787. Contrairement au début de la Révolution, où les droits du clergé ont été ignorés, la propriété de l'Église a été confisquée ou volée par la foule, les prêtres ont été tués et les bonnes sœurs ont été violées, j'ai protégé la liberté religieuse. J'ai offert à tous mes sujets, soit catholiques, soit protestants, soit juifs, le même accès à l'état civil. Les radicaux de cette assemblée ont soutenu qu'ils sont les gardiens de la liberté commune. Et pourtant, ils ont interdit la population entière de notre pays de pratiquer leurs religions diverses. Et encore, jamais la véracité de ces faits, et j'accepte la culpabilité pour mes actions. Les réformes que j'ai établies pendant les années de mon règne ne concernaient pas seulement les questions religieuses, mais aussi les obstacles juridiques. En 1780 et 1788, j'ai aboli la torture comme une méthode juridique en France. Ce visage de notre histoire avait été utilisé pour oppresser et terrifier le peuple commun de la France.
une autre réforme qui bénéficie au peuple de la France et pas moi-même ni la noblesse. Une fois encore, pour cela, je suis coupable. Je suis certain que mes plaidoyers ne vont jamais convaincre les mêmes radicaux de cette assemblée. Les radicaux, comme les jacobins, cherchent ma mort au mépris de la justice et des lois naturelles. Les jacobins veulent le renversement de la société française à tout prix. Et à cause de leur orgueil, leur soif de sang, les rues de Paris ont devenu les scènes de la violence et de l'anarchie. Les radicaux me dépeignent comme un despote absolu. Mais c'est une caricature qui provient de leur imagination. Ce n'est pas moi. Pendant mon éducation, j'ai lu les œuvres magnifiques de Montesquieu, parmi d'autres philosophes. Grâce à ces idées, j'ai abandonné la notion du droit divin. En raison de cela, je fais appel du droit rationnel aujourd'hui et pas de mon privilège de naissance. Si les juristes rationnels de cette assemblée analysent les faits, ils devront me déclarer innocent. C'est clair que cette enquête ne s'intéresse pas à la loi ou de mon innocence. Plutôt, ils cherchent une victime commode pour sacrifier dans le feu de la nation en désordre. Et la cause de ce désordre, c'est le vert de radicalisme irrépressible qui s'est tortillé de cette assemblée. Citoyens, je vous implore à entendre la vérité et la sincérité de mes mots, que vous me compreniez et que vous fassiez le meilleur jugement après ce dernier acte de défense. On a entendu des preuves contre moi. Louis XVI. Mais qui comprend le bout de mes actions mieux que moi? Quand je suis tout jeune homme libre, je vous implore, écoutez. J'ai travaillé avec cette assemblée depuis son naissance. J'ai fait des accords, j'ai permis le passage des lois pour le bonheur du peuple. Personne ne peut dire que mes intentions étaient contre le meilleur intérêt de la France. J'étais toujours le père de ce peuple. Quand les révolutionnaires ont développé cette convention, je leur ai donné mon bénédiction. Je me suis désassis de quelques pouvoirs qui étaient le droit absolu du roi depuis des centaines d'années. J'ai accepté la Convention comme la représentation du peuple. Mais quand même, c'est incontestable que je me suis enlevé vers Varennes en juin 1791. La peur dans les yeux de mes enfants m'a frappé lorsque nous voyions les manifestants entrer le palais de Tuileries. Nous étions les prisonniers dans notre propre maison, dans le cours de la ville. Comment puis-je exprimer mon amour pour mes peuples, mes citoyens, quand je ne suis rien plus qu'un prisonnier? Comment puis-je devenir un meilleur père à mes enfants et ceux de la France quand ils m'infantilisent? Et je vous demanderai aussi, est-ce qu'il était vraiment un crime à protéger ma famille, à voyager librement dans mon propre pays? Cependant, il existe des raisons pour mon vol qu'on ne comprend pas. En fait, je suis parti pour Varennes pas pour ouvrir nos frontières aux forces étrangères, mais pour faire certain qu'ils soient plus sûrs. Nous ne sommes point seuls dans ce monde. Comme la partie des Jacobins existe partout en Europe, nos voisins nous regardent avec les yeux affamés. Aujourd'hui, ils voient une nation divisée par les hommes ambitieux, par l'idéologie, par des croyances et de la foi qui pénètrent les cœurs de tous. Même les citoyens de ce pays cherchent à déchirer en morceaux les Français. La France s'assoit boiteux comme un nouveau-né, mais toujours chaud par la flamme de récréation révolutionnaire.
Un enfant ne peut point se défendre. Même si la France et ses peuples peuvent surmonter les plus grands défis et conquérir les terres distantes, on doit être certain de notre sécurité. Je n'étais pas sûr. Par ailleurs, je vous conférerai la plus grande confiance possible. Donc oui, j'ai demandé l'aide de nos amis les Autrichiens, pas pour détruire ce pays ou cette convention, mais pour assurer notre sécurité. On peut dire que je veux assurer mon pouvoir, mais je dis que mon pouvoir est déjà assuré par Dieu. Il m'a placé ici pour protéger ses enfants, mes enfants, les citoyens de la France. On fait aussi l'argument que je ne les protège bien. Après les événements du 17 juillet 1791, après le jeu de la fusillade du Champ de Mars, je peux à peine exprimer la peine dans mon cœur en me rappelant de ce moment. Les manifestants ont fait leur plante pacifiquement, sauf pour quelques pierres jetées à la fin d'un jeu chargé. Le résultat, à peu près 50 morts tragiques. Pourquoi voudrais-je mes citoyens morts dans les rues? Pour prouver mon domination? Non, l'amour de nos citoyens est une tragédie. Il faut que tout le monde respecte les droits des autres, soit un soldat, soit un citoyen, soit un noble. Nous sommes tous Français. Mais on doit aussi demander la validité des actions de se manifester. D'où vient leur idée de républicanisme, leur esprit de violence. Les soldats ont aussi les droits de vivre avec le respect de leurs concitoyens, même s'ils ont les différences d'opinion. C'étaient les révolutionnaires qui étaient les instigateurs de la fusillade, pas moi et non plus mes soldats. Je vous en prierai, comprenez que l'ennemi n'est pas moi, mais les tyrans qui cherchent à transférer le pouvoir de son siège propre sans hésiter pour évaluer les faits, de tirer le roi de ses peuples, comme prendre la reine des abeilles de sa bouche. Si vous pensiez que vous êtes vraiment progressiste, laissez tous mes sujets décider la punition de mes efforts à protéger la France, plutôt que vous vous faites des Parisiens. Chers citoyens, je viens à vous comme un républicain de gauche, un des amis des Girondins, mais aussi comme un homme optimiste, un philosophe de lumière, mais aussi comme un qui accorde de l'importance à la vie. Je viens pour vous dire que la situation avec lui n'est pas aussi simple ou claire comme d'autres orateurs dans ce procès le déclarent. On ne peut pas tout simplement juger en noir et blanc les actes de Louis Capet et lui condamner à la mort. Une chose que j'affirme fortement et que nous devons envisager, c'est que la nature de l'homme est bonne. Ça, c'est essentiel de ne pas oublier dans ce procès. Alors, je ne suis pas du tout ami de celui à qui, il y a quelques semaines, on lui appelait le roi. Et je n'ai jamais été proche à lui d'aucune façon. Je ne crois pas non plus qu'il soit innocent de ses charges, et j'opine qu'il doit payer pour ses crimes, mais qu'il le paie en vivant. Écoutez-moi, mes compatriotes. Si la nature de l'homme est bonne, donc ce n'est pas Louis Capet qui est méchante, mais le problème est qu'il a fait ses crimes à cause de la société. Il a été conditionné par les normes, les traditions
les codes sociaux dont il a été entouré pendant sa vie entière. Par sa logique, il peut apprendre à être un meilleur homme. Il peut être enseigné parce que ce n'est pas son âme qui est mauvaise. Donc, il ne mérite pas la peine de mort. Je ne crois pas forcément en une religion ou en un Dieu qui intervient dans nos vies, mais la chose dont j'ai une foi très forte est l'humanité soi-même. Nous sommes toujours en train de progresser, d'améliorer. C'est ça la nature de l'homme. Maintenant que nous avons réussi d'atteindre l'illumination de la nature, ce doit céder le passage à l'illumination sociale, au progrès de qualité de la vie. Particulièrement, je crois que nous pouvons, comme société, progresser à travers de l'accumulation de la connaissance. L'éducation, chers citoyennes, comme vous peut-être savez, c'est une chose pour laquelle je fais une grande lutte. Elle est au centre de nos progrès comme une société. Nous avons besoin de réformer notre système scolaire afin qu'il soit gratuit et égal, qu'il garde nos libertés sociales. Ça avancera la justice sociale et il engendrera le constitutionnalisme et les droits égaux pour tous, particulièrement les femmes et les personnes de toutes les races. Avec un système comme ça et du progrès résultant, c'est possible que nous pourrons éviter les échecs politiques comme la trahison de Louis Capet. Aussi, nous pourrions mieux nous charger de la punition en ayant une prison éducative. Nous devons rééduquer lui et tous les prisonniers plutôt que de guillotiner, parce qu'ils ont la capacité de réapprendre et d'améliorer. Par ailleurs, la peine de mort est dangereuse comme principe, parce qu'il peut facilement perdre la raison et être utilisé comme façon de s'occuper de beaucoup plus de crimes. Un de mes espoirs est que, grâce à cette révolution, nous puissions reconstruire notre société d'une façon rationaliste avec l'aide de l'éducation. Au sujet du verdict de Louis Capet, je suis vraiment déchirée. Je suis d'accord que Louis Capet est coupable pour les trahisons qu'il a commises contre son pays, contre nous. Aussi, je crois qu'il doit avoir un procès, parce qu'un roi ne doit pas avoir une protection spéciale à cause de son statut supérieur. Aussi, je suis un réformateur judiciaire et je crois qu'un jury doit décider la culpabilité chacun soi-même. La décision ne doit pas être faite par la Convention. Mais, malgré tout, je suis toujours contre la peine de mort comme principe, même pour tout le monde, en dépit de son classe sociale. C'est tellement immoral. Nous ne devons pas décider de tuer quelqu'un parce que ce n'est pas notre choix. Ça doit être décidé par le destin. Ainsi, mes compatriotes, je fais un appel pour donner la peine le plus grave dans le code pénal qui ne soit pas la mort. Je préconise un chemin au milieu. Donnez à Louis Capet l'indulgence, une période de sursis où il pourra être rééduqué et apprendre une nouvelle façon d'être après tout ce méfait, où il pourra devenir un homme
plus vrai à sa nature humaine. Merci. Monsieur, on m'a dit que nous sommes dans un procès, même s'il ne le semble pas. Il est évident que les priorités de quelques membres de cet assemblage ne sont pas ni la justice, ni la préservation de l'ordre. Néanmoins, je viens en demandant la justice et rien de moins que la préservation de notre société. Pourquoi est-ce qu'on brûle le bois de chauffage? Pour rire et célébrer pendant que le bois est dévoré par les flammes? Pourquoi tuer un homme? Pourquoi tuer cet homme? Pour voir le monde brûler? Si c'est cela le cas, vous, délégués, citoyens, vous n'êtes pas les assassins. Si on veut la justice, la vraie justice, il n'existe qu'un seul pilier sur lequel on peut s'appuyer avec confiance. Et cela, monsieur, c'est la loi. Évidemment, la loi existe dans le monde humain. Donc, elle souffre des mêmes fautes qui affligent tous les aspects de notre vie humaine et imparfait. C'est vrai que certains des hommes veulent utiliser la loi pour leurs propres objectifs, même à la gauche qu'à la droite. Mais la fondation de la loi, la justice, la bonté et l'amour qui vient de Dieu. Il n'y a rien de plus fort, rien de plus sûr. Sans la loi, la société perd sa direction. Sans la hiérarchie, l'anarchie surgit. Et monsieur, dites-moi, pensez-vous que vous seriez les gagnants dans la grande guerre primitive pour la survie? Non. Dans ce cas, le bon sens doit conquérir. Sans le respect pour la loi et les institutions, le respect d'un homme pour l'autre disparaître également. La violence n'a pas de côté. Le carnage n'a pas de propriétaire. Et pourquoi par le jeu de Dieu et de la loi? Car, si vous vous rappelez, monsieur, nous avons déjà des lois. Nous avons la Constitution, mise en place en 1791, où il dit, je cite, « La personne du roi est inviolable et sacrée. » Appelez cette farce de tribunal, cette convention de boucher, en une violation, c'est peu. Ce qui est clair, monsieur, c'est que cette assemblée n'a aucun droit de poursuivre le roi. Louis XVI dit capé. Je vous plaide de soutenir les lois que vous-même avez passées et sans lesquelles la France sera dans le danger mortel. Tuer les ennemis, c'est libre. C'est en fait quelquefois nécessaire. Mais cet homme n'est pas un ennemi. Comme il a professé lui-même, il ne veut que le bonheur et la prospérité de son peuple. Les gens font des fautes. Le monde n'est pas facile de naviguer, mais il ne passe pas un moment où le roi ne pense dans la France. Qui de plus le fera? Qui sera élevé avec le seul propos de défendre la France? Sera-t-il un de ces assassins? Ceux qui tuent ses amis avec la même cruauté que ses ennemis? Nous ne sommes pas dans un procès, mais une damnable pièce de théâtre. J'espère que vous aurez le sens de comprendre la différence et le courage de ne pas plier à ce boucher et ce tyran. Citoyens, aujourd'hui,
la Révolution. Notre Révolution magnifique, notre chef-d'œuvre est sacré. Nous pouvions supplanter le régime de dictature de Louis XIV. Les fruits de nos efforts sont manifestés dans l'établissement de la nouvelle République. Nous avons réussi à supprimer les oppresseurs, à élever le peuple français, à libérer les hommes qui étaient une fois pris au piège par le grand et la noblesse. Mais nous n'avons point du tout gagné. Pourquoi Louis Capet ne devrait-il pas recevoir un procès, vous demandez? N'oubliez pas, citoyens, vous n'êtes que les représentants du peuple. Votre devoir se trouve dans la mise en œuvre du vouloir du peuple. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Et le peuple français, qui est irréprochable, que nous sommes obligés d'obéir et d'entendre, a parlé. Il s'est exprimé et il a dit le outrage contre Louis le criminel au moment où ils ont pris l'assaut de Tuileries. Même si on ignore ce fait, logiquement, quand le peuple français s'est soulevé contre le tyran Louis Capet, tous les deux côtés se sont engagés dans un état de la guerre. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Mais les privilèges et les droits dont l'un côté profite est-il accordé à l'autre côté? Quel est le sens d'offrir quelqu'un l'opportunité de se justifier lorsqu'il n'y a rien de justifié? Louis Capet s'est rendu un ennemi du peuple à partir du moment où il s'est établi comme le tyran de la France, du moment où il a exercé, il a abusé son pouvoir contre nous, en conspirant avec les autres tyrans du monde. Il s'est condamné. Oubliez-vous ce que nous ayons découvert dans la loi de fer, la preuve de sa trahison contre son propre peuple? Il est déjà coupable. Depuis le début, il était coupable. Vous affirmez que sans un procès, nous nions Louis Capet la justice. Dites-moi, est-ce que Louis Capet vous a montré la justice lorsqu'il a décidé de faire une guerre civile contre vous? Est-ce que Louis Capet vous a montré la justice lorsqu'il s'est allié avec les tyrans étrangers, lorsqu'il fomentait avec eux, lorsqu'il a pris les armes contre son propre peuple? L'autoproclamé père du peuple, le soi-disant protecteur du peuple français, il n'est que l'un charlatan. En lui accordant un procès, vous soumettriez la République aux attaques de ses ennemis qui attendent, même au moment, comme des prédateurs sanguinaires cachés dans les ombres. En lui accordant un procès, vous ressusciterez le débat entre le royalisme et la liberté. Vous donneriez les animaux despotiques l'opportunité de déchaîner contre la République et tout ce qui fait partie d'elle. Quelle sorte de République inviterait ses propres adversaires, ses propres ennemis à l'attaquer? Une République qui est née il n'y a que quelques mois. Une République qui est contrôlée par les individus qui n'apprécient pas le fait qu'elle est encore vulnérable, qui la livrerait aux mains de ceux qui souhaitent l'écraser. Il y a ceux, dans cette convention, qui ont la honte de notre parti, de notre République. Ils ne sont que les opportunistes, les traîtres indécis, les lâches, qui sont trop effrayés du pouvoir investi dans eux, grâce au peuple français. Au lieu de mener leurs devoirs, au lieu de remplir leurs fonctions, ils se vautrent
dans la passivité, dans l'indécision. Et bien sûr, eux auxquels je fais allusion sont nuls autres que ceux qui soutiennent le bannissement, qui soutiennent la mort avec sursis, toutes sortes de punitions, sauf la mort immédiate. Et la pire partie est que leurs actions affectent inévitablement les autres pieux, les autres justes, membres de cette convention. Permettrons-nous d'être influencés par ces lâches? Ils ne sont que le fossoyeur de la République, vous dis-je. Moi, j'avoue que je suis contre la peine de mort. Je concède qu'elle est une violation de mœurs, un crime affreux envers l'humanité, mais la guillotine tombe sur tous ceux qui sont coupables. Je ne déteste pas Louis Capet. En effet, je suis indifférent envers lui. Je déteste ses actions. Je déteste ce qu'il représente. Je déteste ce qu'il supporte. La tyrannie, la dictature, l'inégalité et la privation des droits des hommes. Il y a certains qui affirment que la peine de mort est trop sévère pour Louis Capet, qui affirment que pour l'un comme lui, les réformes psychologiques et le grandiose rééducation sont possibles. Citoyens, dites-moi, est-ce que vous pensez que la République serait vraiment sûre tant que Louis Capet est vivant? La simple présence de cet homme pose comme une menace envers la République de la France. La peine de mort n'est pas justifiée, sauf si elle est utilisée pour le plus grand bien. Comprenez que les actions de Louis, ses décisions, son statut, tout autour de lui le rendront d'une menace envers la liberté de la République. Je regrette, citoyens, mais je dois proclamer cette dure vérité. Il faut que Louis Capet meure afin que la République puisse survivre. Le sort de la République ne peut pas être sauvegardé sans l'oblitération de Louis Capet. Bien sûr, il y a d'autres qui pensent que malgré sa chute du trône, malgré son histoire comme un tyran, Louis a encore le droit d'inviolabilité. Il affirme que la Constitution condamne tout ce que vous avez fait. La mise en prison de Louis Capet, la prise de Tuileries. Selon la Constitution, vous êtes tous coupables. Pour ma part, je serais très gênée si je devais parler de ce sémantique constitutionnel. Elles n'ont pas de place ici, dans la République. Par contre, elles devraient se trouver dans le gouvernement aristocratique d'Angleterre, d'Autriche, d'Allemagne. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être soumisants, d'être indulgents. Pas quand la nation est encore extrêmement sensible au coup de poignard de nos ennemis à l'échelle domestique et internationale. Pendant que vous vous débattez la possibilité de procès, les partisans de Louis Capet, ce monstre de l'humanité qui sont déterminés à détruire la République, rassemblent leur soutien. Pendant que vous hésitez, Louis Capet lutte contre la République, contre vous, même depuis la prison dans laquelle il est enfermé. Citoyens, la bataille n'est pas encore terminée. La liberté pour laquelle nous avons lutté doit être retenue. Nous sommes obligés de finir ce que nous avons commencé.
Citoyens, nous sommes la révolution. Nous sommes la République. Nous devons le protéger et nous devons enlever tout ce qui peut les compromettre. Merci. Citoyens, il faut voter maintenant. Nous allons amener la table de vote. Vous avez le choix entre la mort immédiate, la mort avec sursis, le bannissement et non coupable. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Alors On réécrit l'histoire, c'est scandaleux. C'est bien. Mort avec sursis, peut-être que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, 0 voix. Non coupable, 7 voix. Mort immédiate, 9 voix. Bannissement, 15 voix. Je demande Louis Capet à quitter la France le plus vite possible et à rejoindre Middlebury, Vermont. Merci, merci à tous. Merci.